encore une fois, nous vivons une époque révolutionnaire. Il va falloir se regarder les faits tels qu'ils sont, et les faits ne sont pas glorieux. Et bien justement, du fond, on en parlera dans quelques instants avec votre interview, votre invité Yvan Rioufol. Vous recevez Renaud Camus, il publie Le Grand Remplacement chez l'auteur. Il sera avec nous sur ce plateau jusqu'à 20h. Dans les points sur les i en ce dimanche soir, vous restez avec nous, une courte pause et Renaud Camus dans quelques instants. À tout de suite. Les points sur les i jusqu'à 20h en ce dimanche soir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. C'est la troisième partie de l'émission avec l'interview de Yvan Rioufol qui reçoit ce soir Renaud Camus. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur CNews. Vous publiez Le Grand Remplacement chez l'auteur. On voit la couverture de votre livre ici à l'écran. Yvan Rioufol, pourquoi avoir fait le choix d'inviter Renaud Camus ce soir ? Pour lui donner la parole, tout simplement. Parce que l'on parle beaucoup de Renaud Camus, on feint de l'avoir lu, on feint de l'entendre. Et en fait, Renaud Camus, pour l'instant, est très souvent silencieux. Donc la vocation de cette émission, de mon point de vue, était de l'entendre, d'entendre un homme de lettres. C'est un homme de lettres qui a publié, je crois, 170 livres. C'est un homme de lettres qui explore toutes les formes de littérature et également les tweets. Son compte Twitter a été suspendu cette semaine précisément pour sanctionner son insolence. Mais au-delà de l'homme de lettres, c'est également un lanceur d'alerte. C'est un écrivain qui met des mots sur les choses, et en mettant les mots sur les choses, il révèle l'invisibilité de certaines réalités, en tout cas des réalités cachées. Donc de ce point de vue-là, je tenais à l'inviter, et soyez le bienvenu dans cette émission. Ma première question vient précisément d'une expression que vous avez lancée et qui fait florès, qui est celle du grand remplacement. Il y a eu un sondage très récent qui a été publié dans Challenge qui montre que 67% des Français craignent précisément ce grand remplacement dont une partie des médias, une partie de la presse dit qu'elle est un fantasme et un complot. Mais je voudrais m'accorder avec vous en préalable sur la définition que vous donnez de ce grand remplacement-là pour savoir si vous agréez à la définition qu'en donne Challenge qui dit, vous citez, et qui dit « Les populations européennes blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire ». Est-ce que ce grand remplacement correspond bien à cette définition que l'on vous attribue ? Absolument pas. Ça, c'est Challenge, comme beaucoup de journalistes, je dois le dire, copie Wikipédia. La grande source, c'est Wikipédia, qui fait absolument tout pour me nuire, aussi bien quant au grand remplacement que quant à mon compte personnel, sur lequel ne fait que raconter des horreurs. Et alors, on doit être très reconnaissant à Wikipédia pour tout ce qui concerne l'histoire, l'érudition pour le temps passé, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, pour les enjeux actuels, Wikipédia est absolument entre les mains d'une mafia absolument féroce et le terrain d'une guerre à tout âge. D'ailleurs, mon compte est le terrain d'une guerre quotidienne. Mais bien entendu, ce que j'appelle les remplacistes, c'est-à-dire les partisans du grand remplacement, ont la haute main sur Wikipédia et on ne peut pratiquement... Alors, quelle est votre définition du grand remplacement ? Moi, je n'ai jamais parlé ni des Blancs, ni des chrétiens. Rien n'est plus simple. Le remplacement, c'est le changement de peuple. Le changement de peuple avec le changement de civilisation qu'il implique. Il y a un peuple et, en l'espace d'une ou deux générations, il y a sur le même territoire un ou plusieurs autres peuples. Peu importe quels sont les peuples qui font l'objet. Est-ce que on vous reproche de dramatiser, dans le fond, une situation qui est pour l'instant une situation qui se vérifie localement, ponctuellement, en certains points du territoire, avec des substitutions de population, c'est incontestable. Des démographes avant vous l'ont décrit. Mais est-ce que vous ne généralisez pas trop ce phénomène de grand remplacement-là ? Non, ce phénomène est absolument global et on ne saurait trop le dramatiser. Ce phénomène est une chose absolument épouvantable. Ce que les Français et tous les peuples de la Terre ont craint pendant toute leur histoire, rien ne pouvait être pire qu'un changement de population. Les Français se sont battus de nombreuses reprises pour essayer d'éviter ça, et c'est ce qui survient. Donc on ne saurait dire qu'on dramatise, c'est le drame du XXIe siècle, ou même le crime contre l'humanité du XXIe siècle. On ne saurait dramatiser, c'est une chose horrible, le grand remplacement. On m'appelle quelquefois le chantre du grand remplacement, c'est un autre malentendu. On dit également du grand remplacement qu'il serait une théorie. Vous vous insurgez contre ceci. Oui, c'est pas du tout une théorie, hélas, plutôt ciel que ce fut une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est l'horrible réalité qui est d'ailleurs en pleine lumière. Il suffit d'avoir des yeux pour le constater. Mais alors justement, vous êtes donc un homme de lettres, vous habitez dans le Gers, vous êtes
je ne connais pas le lieu de votre habitation. Moi, si j'ai bien compris, c'est une sorte de citadelle imprenable dans laquelle vous semblez être un peu isolé. Comment un écrivain peut avoir une vision aussi claire, me semble-t-il, parce qu'en effet, je ne conteste pas votre vision, alors que vous êtes précisément dans votre tour d'ivoire, si je puis dire. Ne voyez pas mal à cette expression-là. D'abord, ma tour d'ivoire, j'en sors pas mal, je voyage beaucoup, je vois, je regarde, mais tous les Français peuvent constater, je crois. J'ai créé un livre aujourd'hui qui s'appelle « La dépossession ». Et une des choses dont les Français, beaucoup de peuples en Occident sont dépossédés, c'est leur regard, c'est aussi leur chagrin, leur intelligence, par une sorte de pseudo-sciences qui ont remplacé Dieu, au fond, comme instance de la vérité, et qui vous disent ce qui se passe. La sociologie, la démocratie, pas la démocratie, la démographie, pardon, la statistique, qui vous dit ça. Et les Français acceptent ça comme si leur regard avait été volé, que ça ne comptait pour rien, donc ce qu'ils voyaient ne devait pas être pris en compte. Si les démographes disaient que non, il n'y avait pas de grand remplacement, bien que le grand remplacement crève les yeux, comme d'ailleurs il crève le cœur, non, la vraie parole, l'instance de la vérité, c'était ce qui est quand même des pseudosciences, puisque rien n'a plus menti sur toutes les questions, sur l'éducation, sur la culture. On vous a dit pendant une génération entière que le niveau monté à l'école, moyennant quoi on se retrouve avec une école totalement effondrée. Non, tout ce à quoi j'essaye de pousser les Français, c'est non seulement d'ouvrir les yeux, mais d'en croire leurs yeux, de voir ce qui est l'évidence même. Oui, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, dans votre définition de ce que pourrait être un Français ou une Française, est-ce qu'une femme voilée, par exemple, correspond à la définition que vous vous faites de ce qu'est aujourd'hui la France ? Ou est-ce que vous vous accrochez, malgré tout, en homme du XVIIe siècle que vous êtes? Vous avez repris cette expression très récemment dans votre journal, que je lis quasiment quotidiennement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu décalé, dans le fond, face à cette évolution d'une société qui, malgré tout, va devenir, en tout cas, multiethnique, sinon multiculturelle? Ça, c'est ce que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Une femme voilée, peut-être. Moi, j'ai toujours cru que la France pouvait absolument assimiler, intégrer des individus. Elle l'a fait admirablement au cours de son histoire. Il y a toujours des gens qui sont devenus français par amour de la France. La France et aucun pays du monde ne peut intégrer des peuples entiers qui se présentent comme peuples. Alors une femme voilée, peut-être, il y en a eu certainement dans l'histoire d'ardentes françaises. Mais enfin, il faut bien voir que les femmes voilées, aujourd'hui, sont un peu le drapeau de la conquête ou de la colonisation. Mais est-ce que vous avez des solutions, justement, pour endiguer ce grand remplacement? Je crois qu'il faut bien voir que le grand remplacement s'inscrit dans l'histoire globale des colonisations. Il est beaucoup plus colonisation que les colonisations antérieures, puisqu'il est beaucoup plus massif. Les colonisations les plus graves, les plus profondes, sont évidemment les colonisations démographiques, le changement de peuple. Ça, ce sont des colonisations qui menacent d'être irréversibles. Donc, toutes les colonisations se termine de la même façon. Il y a un moment, il y a une révolte des colonisés qui ne l'acceptent plus et on essaye de décoloniser, comme ça s'est passé. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous gouvernent? Ceux qui nous gouvernent jusqu'à présent sont tout à fait du côté des remplacistes, le parti qui favorise le changement de peuple, que ce soit la gauche ou la droite, d'ailleurs, très également. Renaud Camus, j'ai une question pour vous importante, excusez-moi, Yvan Rioufol. Certains disent que le grand remplacement n'existe pas. Est-ce que vous les comprenez et pourquoi il faudrait vous croire, vous? Alors, ceux-là sont tout de même très, très minoritaires. Pendant 10 ou 20 ans, on l'a dit... Mais pourquoi il faudrait croire Renaud Camus? Moi, je ne dis pas du tout qu'il faut croire Renaud Camus. Alors là, absolument pas. Et ce que je dis est il faut croire vos yeux, ce que vous voyez. Si vous ne voyez pas qu'il y a de grands remplacements, je ne peux absolument rien pour vous et rien pour eux. Et ceux qui ne le voient pas, ce grand remplacement, vous leur répondez quoi? Qu'ils fassent confiance à leurs yeux. Mais je crois que s'ils ne le voient pas, il faut vraiment qu'ils soient totalement aveugles. J'avoue ne pas comprendre comment on pourrait ne pas le voir. Enfin, il faudrait être, je ne sais pas, comme des Japonais perdus dans des îles qui, pendant 40 ans, n'ont pas su que la Deuxième Guerre mondiale était terminée.
J'imagine qu'à la lecture de ce sondage Challenge, mettant en exergue le fait que 67% des Français étaient inquiets du grand remplacement, j'imagine malgré tout que vous avez dû être rassuré sur votre lucidité. Comment avez-vous pris, au-delà de la définition du grand remplacement, comment avez-vous pris cet acquiescement d'une large partie de l'opinion ? Parce que cette partie de l'opinion acquiesce à une définition dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, c'est-à-dire une définition ethno-raciale presque. Oui, alors les termes de Challenge ne sont pas du tout les miens, ce sont ceux, encore une fois, de Wikipédia, et tout le monde copie Wikipédia. Mais quel a été votre sentiment à la lecture de ce sondage ? De satisfaction, là j'ai le sentiment de n'être plus seul. D'ailleurs, ceux qui, comme le dit monsieur, disaient que le grand remplacement n'existait pas, ont pratiquement renoncé à ce combat. Il y en a pratiquement plus, y compris les sociologues et les statisticiens. Alors évidemment, comme ils ne veulent pas utiliser mes mots, ils en utilisent d'autres, parlent d'archipel, parlent de créolisation comme Jean-Luc Mélenchon. Il peut y avoir 10, moi je ne tire pas spécialement l'expression, il y en a 10 autres possibles. Enfin, ceux-là sont très très rares. Et puis il y a aussi les remplaçants qui assument complètement le terme de grand remplacement, qui disent oui, moi je reçois tous les jours des messages triomphants en disant nous sommes les remplaçants, il y a en effet un grand remplacement. Donc ce que j'appelle les négationnistes, ceux qui nient le grand remplacement, ce qui est au fond la forme la plus active aujourd'hui des négationnistes, sont très 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 minoritaires et sont même en voie d'extinction, Dieu merci. Vous avez été condamné tout de même pour provocation à la haine raciale, en appel et en cassation. Et est-ce que vous comprenez les reproches que l'on vous a fait, que la justice vous a fait sur cette accusation grave qui a été portée contre vous ? Inutile de dire que je n'y souscris en aucune façon. La haine n'a absolument rien à voir là-dedans. Ce sont des enjeux politiques et géopolitiques. La haine n'a strictement rien à voir là-dedans. Et je ne crois pas que dans mes livres ou dans mon expression, il n'y ait jamais le moindre sentiment de haine. Mais haine est le mot qu'utilise le pouvoir remplaciste dans toutes ces manifestations, que ce soit les hommes politiques ou le gouvernement, que ce soit les juges, que ce soit la presse remplaciste. Ce qu'on appelle la haine, c'est toute opposition au génocide par substitution. Vous avez tout de même une sorte de jubilation à provoquer quand même parfois. Vous avez une sorte de goût aristocratique de déplaire. Absolument pas. Si, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Vous maniez une ironie. Non mais laissez-moi terminer. Vous maniez une ironie qui peut irriter parce qu'on vous lit. C'est vrai qu'on ne sait plus trop lire maintenant au 2e degré. Et vous, il faut parfois vous lire au 3e ou au 4e degré. Est-ce que vous ne regrettez pas, c'est là ma question, une expression trop subtile pour des sujets qui sont des sujets graves, qui sont des sujets inflammables. Est-ce que vous ne vous voyez pas parfois comme pyromane en posant trop brutalement ces sujets sur la place ? Et alors que je sois trop subtil, ça c'est bien possible, je prends ça pour un compliment, mais provoquant, pas du tout. Provoquant est le terme que tous les pouvoirs utilisent quand on s'oppose à eux. Moi je ne suis pas du tout provoquant, je n'ai pas du tout le sentiment d'être provoquant, ni de dramatiser une situation qui est suffisamment dramatique pour que la mentionner ne soit en aucune façon dramatique. Si ce que je fais pousse à un grand refus, je m'en féliciterai grandement, comme tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont lutté pour la décolonisation, le refus de la conquête, comme Gandhi. Est-ce que Gandhi était provoquant ? En aucune façon, et je ne pousse en aucune façon non plus à la violence. Dieu sait. C'est pour ça, si je me recommande de quelqu'un, ce serait de Gandhi, par exemple. Vous laissez comprendre que la France peut disparaître, que la France est fragile en tout cas. Est-ce que vous ne voyez pas malgré tout dans les sujets, par exemple, que l'on a évoqués précédemment avec ce renouveau des nations, ce renouveau des peuples, à travers notamment cette Orbamania, cette Orbanmania, est-ce que vous ne voyez pas des sujets de satisfaction et plutôt que de désespérer, des sujets d'espoir ? Oui, je crois qu'il y a en effet un début de prise de conscience, mais c'est une course contre la montre, parce que le grand remplacement, pendant ce temps, se poursuit à une rapidité hallucinante. Alors, une course contre la montre entre la prise de conscience et le grand remplacement lui-même, la chose elle-même, qui est une chose absolument horrible. Pendant ce temps, le grand remplacement continue, des flots continuent de peuples de substitution qui arrivent sur notre continent.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les hommes politiques, les nouveaux leaders politiques, dans le fond, qui viennent sur la scène, je pense à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen, qui pourraient cautionner vos analyses? Est-ce que vous êtes entendu de même? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce qu'ils vous rencontrent? Est-ce qu'ils vous entendent? Non, il m'est arrivé de la rencontrer, mais je la rencontre très peu. Marine Le Pen ne cautionne pas du tout mes discours. Éric Zemmour... oui, bien davantage. D'ailleurs, Éric Zemmour est pour moi une source de grande espérance, c'est certain. Oui. Mais malgré tout, est-ce que vous ne craignez pas, je reviens tout de même à cette question, parce que comme vous êtes montré comme étant un personnage très clivant, est-ce que vous ne faites pas une sorte d'autocritique sur la manière dont vous abordez d'une manière trop brutale, encore une fois, j'insiste sur ce mot, parce que c'est ainsi qu'on vous perçoit. Et donc, j'aimerais que vous m'expliquiez vraiment, que l'on vous perçoit même au point même de brider votre liberté d'expression. Est-ce que vous ne voyez pas tout de même qu'il y ait dans votre expression trop de brutalité, alors que vous-même, vous dites pacifiste? Moi, je vois un paradoxe parfois. Non, je ne me dis pas du tout pacifiste. Ah, bon, vous parliez de Gandhi, c'est pour ça que je... non, je suis non-violent. Ah, non-violent, non-violent. Ouais. Je suis non-violent, pas pacifiste. Le pacifisme a mené à la collaboration. À Vichy, tout le monde était des anciens pacifistes et on aurait bien mieux fait d'être pas pacifiste dans les années 30 et de lutter contre la tyrannie, le nazisme et tout ça. Je ne suis pas du tout pacifiste qui mène à la capitulation. Je ne suis pas pacifiste, mais je suis non-violent. Je désapprouve absolument, évidemment, les massacres, les attentats contre les innocents. En revanche, je ne déconseille pas du tout de se soulever et de refuser une situation inadmissible. Je ne crois pas du tout que je dramatise. Au contraire, j'essaie d'attirer l'attention sur quelque chose qui est horrible. L'inexplicable est que notre peuple accepte ce que ses ancêtres ont refusé pendant des siècles avec toute leur énergie et tout leur amour de leur pays. Et comment expliquer, quels mots metteriez-vous, vous qui mettez des mots sur les choses, quels mots metteriez-vous à cette incapacité, à cet aveuglement collectif, à voir des dangers, enfin en tout cas à voir les dangers que vous voyez? Je ne sais pas si ce que... Ah ben ça, c'est ce que j'appelle le petit remplacement, c'est-à-dire le changement de culture et de civilisation, les industries de l'hébétude, l'abrutissement général par l'école, l'effondrement de l'école, le fait qu'il n'y a plus de transmission, le fait que les gens n'ont plus aucune idée de la culture française, les gens ne connaissent plus l'histoire n'est plus enseignée. Les Français savent de moins en moins de choses de leur pays. Et je pense que le parti négationniste, au sens que je donne au terme aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui nie la réalité du grand remplacement, et occupe tous les emplois, y compris à l'école, évidemment. L'école n'enseigne plus rien, sinon précisément l'acceptation du changement de peuple et de civilisation. Alors pour conclure, Renaud Camus, vous avez dressé un portrait très noir de la France pendant plus d'un quart d'heure là. Est-ce que vous avez une note d'espoir quand même ce soir, s'il y en avait une? Ah oui, j'ai une note d'espoir en effet, c'est Éric Zemmour, oui. Et à part Éric Zemmour? La prise de conscience, le sondage dont parlait Yvan Rioufol à l'instant, le fait que les gens commencent à accepter d'en croire leurs yeux. Ce qui est tout ce à quoi je les incite, de croire leurs yeux et de mettre des mots sur ce qu'ils voient et de ne pas croire ce qu'on leur dit, qui est la négation de ce qui survient. Vous publiez Le Grand Remplacement chez l'auteur Renaud Camus. Merci d'être venu sur ce plateau ce soir. On découvre la première page donc, de ce livre, la première de couverture, ici à l'antenne. Merci Yvan Rioufol et Véronique Jacquier. C'est la fin des Points sur les i. En ce dimanche soir, rendez-vous dimanche prochain à 19h bien sûr. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur cnews.fr et sur l'ensemble des supports.